Tout ne va pas bien, mais pour le moment ça tient. Point positif, on a la Fed qui a baissé ses taux d'intérêt de 25 points de base le 17 septembre, mais par contre on tombe sur deux gros points négatifs avec les tensions commerciales qui sont relancées par Monsieur Trump, et puis maintenant un risque politique qui est en train de se concrétiser. Bref, la semaine a marqué une pause délicate sur les marchés et on est encore une fois en attente. En attente de quoi? Eh ben en attente toujours de data. Au final, on reste dans un environnement d'incertitude et à chaque nouvelle de baisse de taux d'intérêt, le rallye il se poursuit et dès qu'il y a un petit peu d'incertitude, et ben on stoppe tout et on regarde ce qui se passe. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Weekly Hebdo dans lequel on va analyser la macroéconomie, la géopolitique et faire un tour sur les marchés financiers. Petit rappel avant de poursuivre avec cette vidéo pour vous dire que ce n'est pas un conseil financier mais uniquement une vidéo à but éducatif. Par contre, si vous kiffez la finance, vous êtes sur la bonne chaîne YouTube, alors n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fera très plaisir. Allez, on rentre directement dans le vif du sujet. Macro US, croissance et inflation. Bon, récession peut-être, mais récession du coup bizarre. On a le PIB américain qui a augmenté de plus 3,8% annualisé, alors qu'on s'attendait à plus 3,3% seulement. Notez bien que c'est son rythme le plus élevé en près de 2 ans. Cette performance qui est quand même notable, elle est due à une consommation qui est robuste. Et en plus de ça, on a des investissements dans l'intelligence artificielle qui sont faits et qui sont de plus en plus gros. Résultat, le PIB aux États-Unis, il tient et même plus que ça, il accélère. Rappelez-vous aussi que la politique de Trump, qui est donc du protectionnisme, elle a pour but de ramener l'Amérique au centre du tableau. En introduisant des droits de douane, les importations elles chutent massivement et les exportations avec un dollar plus faible, elles sont censées augmenter. Et actuellement, on observe que ces importations elles diminuent drastiquement, mais que les exportations elles augmentent pas plus que prévu. Mais du coup, étant donné que les importations elles diminuent et que les Américains ils continuent de consommer, et bah la production elle est faite à l'intérieur du pays, ce qui contribue à augmenter le PIB. Donc en fin de compte, ça c'est la véritable raison de pourquoi le PIB américain il continue d'augmenter et même il accélère. Cette semaine, on a aussi pu observer que les commandes de biens capitaux pour le mois d'août, elles ont augmenté de plus 0,6%. Et c'est un signe d'optimisme des entreprises malgré l'incertitude économique. Toujours concernant l'économie américaine, on a deux PMI qui sont sortis cette semaine. Le PMI c'est tout simplement le pouvoir d'achat des managers. C'est-à-dire que quand on est en expansion économique, les managers, ils ont du pouvoir d'achat et lorsqu'on est en récession économique, ils en perdent. Et la barre des 50, elle définit justement si on est en expansion économique, donc au-dessus, et en récession économique, c'est-à-dire en dessous. Bref, on a deux données qui sont sorties cette semaine avec d'un côté le manufacturier et de l'autre côté les services. Pour le manufacturier, on est sorti au-dessus de 50 à 52 et pour les services, on est sorti à 53,9, toujours au-dessus de 50. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est qu'on s'attendait à des meilleurs résultats et du coup, ça c'est pas forcément très bon signe. Parlons maintenant de l'inflation qui est stabilisée mais qui est toujours haute. Tout d'abord, on a l'inflation PCE, donc la mesure préférée de la Fed qui se maintient à 2,7% sur un an. Par contre, si on regarde l'inflation core, c'est-à-dire sans l'énergie et sans l'alimentation, elle se maintient aussi à 2,9% sur un an. Au final, vous me direz, ok, l'inflation, elle accélère pas, mais le problème, c'est qu'elle est toujours à 2,7 ou 2,9% selon les données. Et ces chiffres-là, ça reste au-dessus de la target de la Fed qui est seulement de 2%. Bref, l'inflation est toujours là et les tarifs de Trump, ils ne vont en rien pour la faire diminuer. D'ailleurs, la Fed, elle estime que les tarifs douaniers, ils ajoutent 0,3 à 0,4% d'inflation core et au final ça perturbe la trajectoire de désinflation. On arrive maintenant sur l'emploi et l'activité, un essoufflement confirmé. Première donnée, 29 000, c'est la moyenne mensuelle de jobs qui ont été créés de juin à août et donc on est sous le seuil pour stabiliser le chômage. Deuxième donnée, c'est 218 000, c'est le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage qui ont lieu la semaine passée. Alors premièrement, cette donnée elle est sortie en dessous des attentes. Deuxièmement, c'est quand même un chiffre qui est élevé. Et troisièmement, par rapport à la semaine d'avant, la donnée elle est en chute. Donc au final, on a quand même beaucoup de chômeurs aux États-Unis, mais les entreprises elles retiennent un petit peu les employés. On en parlera après, mais dans la semaine qui va venir, on va avoir une réelle confirmation quant au marché du travail aux États-Unis. Troisième donnée, c'est plus 20,5% de vente de logements neufs. Au final, pour le mois d'août, on a eu un chiffre de vente de logements neufs qui a atteint un sommet par rapport à 3 ans. Est-ce que le marché immobilier américain qui est catastrophique, il reprend un tout petit peu d'air? Ça c'est la bonne question. Bon, comme on l'a vu, aux États-Unis, on a des créations d'emplois qui sont insuffisantes et ça pousse le chômage à la hausse. Mais par contre, d'un autre côté, on voit que les entreprises, elles gardent de plus en plus leurs employés. Et puis pour parler du marché immobilier, il montre des signaux contrastés. Comme on vient de le voir, on a eu une explosion de vente de logements neufs, mais par contre, le marché de revente immobilier, il stagne. À tout ça, on peut quand même dire que les ventes annuelles, elles ont progressé pour la première fois depuis 2 ans à plus 1,8%. Politique monétaire, la Fed qui passe
grâce à un assouplissement. Bon, là-dessus on va être bref parce qu'on en a déjà parlé dans la vidéo de la semaine passée. Tout d'abord, le 17 septembre, la Fed elle a baissé ses taux d'intérêt à 4 jusqu'à 4,25%. Donc c'était une baisse de seulement 25 points de base. Par contre, au sein du FOMC, on a une divergence. D'un côté, on a ceux qui sont dovish avec Miran et Bowman. Eux, ils veulent absolument baisser les taux d'intérêt puisque c'est les bons toutous de Donald Trump. Et de l'autre côté, on a Daly et Barkin qui sont un peu plus modérés et ils appellent à la prudence. Bon, là-dedans, j'ai pas énuméré tous les membres du FOMC, mais je vous ai donné uniquement quelques exemples. Parlons maintenant des anticipations des marchés. Comme vous le savez, en octobre, on aura encore une fois un FOMC. Et pour ce rendez-vous, actuellement, on est à 85% de probabilité de baisse de 25 points de base de taux d'intérêt. Si on regarde un petit peu plus loin, en décembre, on a un nouveau FOMC qui doit avoir lieu. Et pour ce rendez-vous-là, on s'attend à environ 65% d'avoir une nouvelle baisse de taux d'intérêt de 25 points de base. Donc vous l'avez compris, si ça continue comme ça, d'ici fin 2025, on devrait avoir 2 baisses de taux d'intérêt encore. Le risque tarifaire revient en force. Pour les camions, c'est 25% de tarifs qui vont entrer en vigueur, mais puisque les camions ça suffit pas, on a aussi les médicaments. Eux, ils vont prendre 100% de tarifs. Bref, cette semaine, Donald Trump, il est revenu en force avec sa politique de protectionnisme. Et puis on pensait que les tarifs c'était fini, mais non, il nous prouve qu'il peut encore en ajouter de nouveaux. Dans tout ça, l'Union européenne, elle réfléchit et elle prépare sa riposte commerciale. On va voir cette semaine ce qu'en pensent les partenaires commerciaux des États-Unis et on va voir également s'ils ripostent ou pas. Dans tout ça, bien entendu, les entreprises qui sont locales et américaines, bah forcément en bourse, elles bondissent, et toutes les entreprises qui importent ou qui sont étrangères, eh bah elles sont punies directement. Venons-en maintenant aux actions US, consolidation et rotation défensive. Bon, cette semaine, le SP500 c'est moins 0,3% et le Nasdaq c'est moins 0,6%. Et oui, on est sur le crack historique tant attendu. Ou pas. L'indice de la volatilité, le VIX, il a bondi en milieu de semaine avant de s'écraser de nouveau en fin de semaine. Parlons maintenant des secteurs gagnants. Tout d'abord l'énergie, avec le rebond du pétrole, elle a pris plus 4%. La biotech, ça a fait plus 2,4% de performance. Du côté des utilitaires, on est à plus 2,1%. L'aérospatiale et la défense qui ont augmenté de plus 1,5%. Et au final, comme vous le remarquez, c'est des actions défensives qui ont été privilégiées cette semaine. Pour parler de résultats positifs, on a Micron Technology qui a impressionné grâce à la demande en composants pour l'intelligence artificielle. Et puis encore une fois, ça contribue au secteur des semi-conducteurs, comme si ça suffisait pas avec Nvidia. Et pendant que les actions US prennent une pause, et bah l'or il bat encore une fois son record historique. Mais avant, on va parler du dollar et le Dixie qui a fermé sa semaine à 98,2. Et oui, il faut le noter, le dollar a pris de la force cette semaine. Maintenant, est-ce qu'il faut comprendre un message là derrière, comme peut-être la baisse de taux, c'est peut-être pas pour tout de suite? Ou alors est-ce que le dollar a augmenté uniquement avec la pause des actions US, ou alors en quête de sécurité? Eh bien, encore une fois, il va falloir attendre les données de la semaine prochaine pour avoir une petite idée. Là où on peut être sûr par contre, c'est que l'or il bat un nouveau record historique. Bah oui, il a franchi les 3790 $ l'once en séance. L'explication du rallye de l'or, on l'a déjà plusieurs fois évoqué sur cette chaîne YouTube. Premièrement, on a l'inflation qui galope et du coup ça contribue à une augmentation de l'or. Deuxièmement, la baisse de taux d'intérêt, elle peut faire flamber encore une fois l'inflation, donc ça pousse le rallye de l'or. Et troisièmement, on est au final dans une situation incertaine et du coup les gens ils veulent se protéger. Et puis on peut ajouter un quatrième point qui est la dette explosive de tous les États. Parlons maintenant du pétrole qui est en hausse. Le Brent cette semaine, il a oscillé autour des 69 $ le baril. Il a quand même plutôt bien augmenté, soutenu par la croissance américaine. Bien entendu, on a aussi la situation géopolitique qui pousse les prix des commodities à la hausse. Vous l'avez vu, Poutine il joue vraiment avec le feu avec l'OTAN et Trump il commence à vraiment pas accepter cette situation. Enfin voilà, la situation globale géopolitique, elle est pas au top. La crypto cette semaine a subi un repli et une réduction de l'appétit pour le risque. Sur Bitcoin cette semaine, on a eu moins 5% de baisse. Et en plus de ça, on a franchi les 110 000 $ qui sont un seuil psychologique. Au final, les pro-crypto, ils sont en panique face à cette prise de bénéfices. Du côté de l'Ethereum, ça suit la tendance de Bitcoin, mais en un peu plus sévère. On a eu moins 10% de baisse cette semaine. C'est absolument pas une surprise et je l'avais dit dans ma vidéo de mercredi. Avec un dollar qui a bondi, les marchés crypto, ils se sont effondrés. Et en plus de ça, ils suivent actuellement mouvement par mouvement le Nasdaq 100. Comme cette semaine, on a eu une pause sur les marchés US, la crypto-monnaie, elle en a profité pour s'effondrer. Maintenant, tout le monde parle d'octobre comme Optober. C'est pour dire tout simplement que le mois d'octobre, il a souvent été positif pour les crypto-monnaies et du coup, on le modifie en Optober pour dire Hop.
Bon, la question alors, est-ce que octobre va être un mois à nouveau positif et relancer le dernier mouvement de bull run pour Bitcoin? Ça reste une bonne question et ce qui est bien, c'est que dès la semaine prochaine, on arrive en octobre et on va pouvoir voir si ça monte ou pas. Voyons ensemble maintenant l'agenda économique, une semaine critique pour le marché du travail. Tout d'abord, lundi, on a uniquement les ventes de logements en attente. Ça reste pas très important. Mardi, par contre, on a une grosse journée. C'est la deadline du shutdown, dont je vous ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. Mais petit rappel, le gouvernement américain doit se mettre d'accord pour voter un budget, et s'ils n'y arrivent pas, il n'y a pas de budget fédéral pour l'année prochaine. Et si on arrive dans cette situation-là, c'est compliqué. Le gouvernement américain, il perd sa crédibilité et sur les marchés boursiers, ça pourrait créer un peu de panique. Mis à part ça, mardi, on a aussi le rapport JOLTS. C'est tout simplement la première donnée sur l'emploi qui sort la semaine prochaine. Et toujours mardi, on enchaîne avec la confiance du consommateur et le Chicago PMI. Ces deux données, elles sont importantes pour l'activité économique. Mercredi, c'est le 1er octobre. Et pour bien commencer le mois, on a la donnée sur l'ADP emploi privé qui sort. C'est à nouveau une donnée sur l'emploi et on a aussi l'ISM manufacturier et le S&P Global Manufacturing PMI qui sort ce jour-là. Ces trois indicateurs, ils sont tout aussi importants et les deux derniers, ils parlent de l'industrie américaine. Il faudra aussi surveiller, mais c'est un peu moins important, on a le CPI en Europe qui sort le mercredi. On passe maintenant à jeudi avec les fameuses inscriptions hebdomadaires au chômage. Bon, ça, comme chaque semaine, ça reste une donnée importante. On arrive au vendredi 3 octobre, la journée la plus importante de la semaine. On commence avec le rapport NFP, donc c'est les créations d'emplois non agricoles. Le consensus, je vous le dis déjà, il est très faible, aux alentours de 51 000 emplois créés. Et puis en plus de cette donnée, on va avoir le taux de chômage qui est attendu stable à 4,3%. Risque et scénario, le dilemme de l'atterrissage. Premier scénario, le scénario Goldilocks. Bon, ça ce serait le scénario parfait au final. On aurait un atterrissage en douceur, c'est-à-dire avec un emploi qui chute, une inflation qui est modérée mais quand même qui tend à la baisse, et une activité économique qui ralentit un peu, mais derrière on viendrait baisser les taux d'intérêt pour faire repartir la machine. Et vous le savez, cette semaine on a plein de données concernant tout ça et il va falloir être bien attentif. Deuxième risque, c'est le choc politique. J'en ai déjà parlé, mais ça pèse sur la croissance du quatrième trimestre, ça augmente la volatilité et ça pénalise les valeurs domestiques. Le troisième risque majeur qui peut arriver, c'est le risque de stagflation. Rappelons-le, la stagflation, c'est une récession combinée à de l'inflation. Dans la situation actuelle, on a plein de signes qui montrent qu'on pourrait arriver dans une récession franche dans les mois à venir. J'en vois tous les jours sur X, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre parce que je republie toutes ces informations précieuses. Mais bon voilà, maintenant l'emploi, on sait qu'il est faible, mais s'il tient, il va contribuer à pousser l'inflation toujours encore plus à la hausse. Et du coup, dans cette situation-là, la Fed, elle serait bloquée. Elle ne pourrait pas baisser ses taux d'intérêt comme prévu et ça pourrait être vraiment néfaste pour les marchés. Encore une fois, on ne peut pas savoir exactement dans quelle direction on va aller précisément, mais ce qu'il faut, c'est observer les données qui vont sortir dans les semaines à venir. Conclusion, il faut rester sélectif en attendant les données sur l'emploi et sur le budget américain. Premier point, attention à la journée de vendredi qui va être une journée majeure pour l'emploi. Comme je vous l'ai noté, un emploi plus solide que prévu, ça pourrait faire augmenter les rendements obligataires à 2 ans et faire baisser les actions tech US. Deuxième point, sélectivité accrue. Ce serait absolument pas fou de vouloir se protéger actuellement. Maintenant, se protéger, mais comment? Peut-être en choisissant des valeurs plutôt défensives ou en se positionnant sur de l'or. Rappelons-le, l'or il est sur un bull run impressionnant et c'est pas pour rien, il y a des raisons fondamentales là derrière. Troisième point à surveiller, c'est le suivi des tarifs. Toutes ces entreprises qui chutent directement à cause des tarifs de Trump, ça peut représenter des opportunités ou des gros risques, donc il faut les surveiller. Comme je vous l'ai noté, actuellement les investisseurs ils pensent à un atterrissage en douceur, c'est-à-dire que tout est pricé comme ça. Mais si dans les semaines à venir ça dérape, ça pourrait être catastrophique pour tout le monde. Je veux absolument pas vous vendre de la peur, mais comme on est suracheté à peu près partout, il faut quand même rester vigilant. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça me fera très plaisir. Moi je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo d'analyse technique et d'ici là, portez-vous bien, allez, ciao ciao.